Mesdames et messieurs, bienvenue au Centre spatial guyanais pour notre 7e lancement de l'année, le 4e de 2015 avec Ariane 5. Ce soir, Ariane 5 mettra en orbite optimisée le transfert géostationnaire 2 satellites de télécommunications, Eutelsat 8 West B pour Eutelsat et Intelsat 34 pour Intelsat. La performance d'Ariane 5 ce soir est légèrement en dessous de 10 tonnes. La fenêtre de lancement est d'1h46 et s'ouvre précisément à 20h10 heure universelle. La durée de la mission sera d'environ 42 minutes. Je souhaiterais remercier Eutelsat d'avoir confié le lancement de 30 satellites à Arianespace. Une fois en poste, Eutelsat 8 West B, construit par Thales Alenia Space à Cannes, permettra de renforcer les services de radiodiffusion directe d'Eutelsat en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Eutelsat est déjà leader dans son domaine au-dessus de cette région. Je souhaiterais également remercier Intelsat d'avoir choisi Arianespace pour le lancement d'Intelsat 34, le 55e satellite Intelsat à être mis en orbite par notre famille de lanceurs. Le satellite a été construit par Space Systems Loral à Palo Alto et fournira des services de télévision directe en Amérique latine, ainsi qu'un accès haut débit aux clients aéronautiques et maritimes dans la partie nord de l'océan Atlantique. Ce soir, Arianespace est particulièrement fier de se voir confier ce lancement pour les 2 tout premiers clients commerciaux, qui comptent également parmi les 3 premiers opérateurs privés de télécommunications par satellite. Mais notre 81e Ariane 5 est maintenant prête pour le décollage. Profitez donc du spectacle. Bonsoir et bonjour à tous, je m'appelle Pierre Junière, je suis content de vous retrouver pour ce 81e vol d'une Ariane 5, 4e Ariane 5 de l'année 2015. C'est déjà le 7e lancement de l'année pour Arianespace, puisque depuis le 1er janvier, Arianespace a déjà opéré 2 lancements Vega et un lancement Soyouz. Ce soir, notre lanceur vedette part en voyage vers les étoiles avec 2 passagers, un satellite américain et un satellite européen. Comme vient de le dire Stéphane Israël, la fenêtre de lancement est de 1h46 à partir de 17h10 heure de Guyane. Et tout de suite, nous allons les différents étages de notre Ariane 5. Alors en partie basse, il y a les 2 étages d'accélération à poudre, les 2 boosters de part et d'autre de l'étage principal cryotechnique. L'étage principal cryotechnique avec son moteur Vulcain qui embarque effectivement le plus d'ergols cryotechniques, et puis au-dessus l'étage supérieur cryo qui embarque les ordinateurs de bord. Enfin, tout au sommet, la coiffe qui abrite nos 2 satellites. Ces satellites, nous allons les découvrir en vous montrant ce qui se passe sous la coiffe. On escamote la coiffe pour découvrir en position haute Eutelsat 8WB d'une masse de 5 tonnes 782 kg et sous le SILDA en carbone qui sépare nos 2 passagers, Intelsat 34 d'une masse de 3 tonnes et 300 kg. La performance demandée au lanceur pour le vol de ce soir est de près de 10 tonnes, 9 tonnes 912 kg en comptant les adaptateurs et le SILDA. Alors, je vous parle depuis le centre Jupiter à environ 13 km du lanceur. C'est ici que convergent toutes les informations de la chronologie finale. Derrière les baies vitrées, on retrouve la cellule de vol, la plus haute autorité de ce lancement, présidée par Stéphane Israël. Cette cellule de vol réunit Patrick Loire, Édouard Pérez et Louis Laurent. Dans le bocal, ici à leur pupitre et devant leurs écrans, il y a les responsables techniques de la base et puis tous les représentants de nos clients. Nous allons dans un instant retrouver justement la chef de projet Arianespace, Béatrice Romero, avec Christophe Duchesne de Telsat. Ils nous présentent cette campagne et leurs impressions sur son déroulement.
Les vols 225 du lanceur Ariane emporteront en position haute Eutelsat 8 West B, qui sera le 30e satellite lancé par Arianespace pour l'opérateur de télécommunications Eutelsat. Je suis très heureux de tourner cette vidéo aujourd'hui, car je sais que quand vous allez la voir, cela marquera la fin de 3 ans de travail d'équipe entre Eutelsat, Thales Alenia Space, Arianespace et le CSG, qui ont participé à la conception, la construction, aux essais et à la préparation d'Eutelsat 8 West B pour son lancement. E8WB est l'un des satellites les plus sophistiqués jamais construits pour Eutelsat. Il va renforcer nos services à 7 et 8 degrés ouest, ce qui est l'un des marchés de télévision satellitaire les plus dynamiques du monde, avec plus de 52 millions de foyers en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous remercions Eutelsat pour sa confiance, sa fidélité et à très bientôt pour la prochaine campagne de lancement. C'est le 30e satellite confié à Arianespace par Eutelsat. Franchement, ce lanceur européen est superbe. C'est Ariane 5. Vous la voyez, 55 mètres de haut, 780 tonnes. C'est le lanceur star de sa génération. Ce soir sur Ariane 5, eh bien, Arianespace réunit 2 géants mondiaux des services par satellite sur un même vol, Eutelsat, le numéro 3 et Intelsat, le numéro 1. Les responsables d'Intelsat 34 sont eux aussi à leur pupitre à Jupiter. Ils sont en liaison avec leurs équipes et avec les centres de contrôle des stations au sol. C'est le 55e satellite confié à Arianespace par Intelsat. On retrouve en images la chef de projet Arianespace, Marie-Laure Chauffour, et Todd Shilb. Arianespace est très fier de s'associer encore une fois au déploiement d'un nouveau satellite pour Intelsat et de contribuer ainsi à l'expansion de ce grand opérateur. Je suis ravi d'être de retour à Kourou pour un nouveau lancement. C'est la 6e fois depuis 7 ans que je suis ici pour une campagne et celle-ci s'est déroulée encore mieux que les précédentes. Merci à SSL MDA, Arianespace et au CSG, ainsi qu'à nos amis freelance d'avoir facilité notre séjour ici à Kourou. Intelsat 34 sera le 55e satellite pour Intelsat et le 51e pour SSL à être lancé par Ariane. Pendant que nous avions des nouvelles du côté du satellite Intelsat 34 avec la chef de projet, puis Todd Shilb, le Vehicle Project Manager, vous l'avez vu, il y a un rouge qui s'est déclaré, un rouge ensemble de lancement. Alors, pas de panique du tout, vous savez qu'un rouge, c'est avant tout un moyen d'information ici au CSG, donc on affiche un rouge en temps réel pour prévenir tous les autres acteurs. On écoute arrêt du décompte suite à un rouge ensemble de lancement. Que tous les moyens restent prêts pour la reprise de la chronologie de H0-7 minutes des retours au vert. Voilà, évidemment, il faut retourner au vert pour pouvoir lancer, bien sûr. Donc je vous le disais, un moyen d'information, avant tout, il faut bien que tous les autres systèmes, notamment je pense aux stations sol qui sont disséminées un peu partout dans le monde pour récupérer les données du lanceur puis des satellites libérés. Donc tout cela sont informés que voilà, il y a un rouge, on attend. Le principal, c'est que le lanceur est en configuration de sécurité, ses passagers également, tout est contrôlé. Vous le savez, il faut bien comprendre aussi que tous les systèmes sont sous surveillance permanente, il y a des milliers de mesures, électriques, pression, température, etc. Donc, si un seul paramètre n'est pas dans la bonne fourchette ou si les limites de temps ne sont pas respectées, bien, automatiquement, il y a un passage au rouge. Mais il faut bien se dire que quelquefois, un système de surveillance peut être... par rapport à un système opérationnel, c'est le moyen de mesure qui est défaillant, ça peut arriver. Il faut donc bien déterminer le ou les paramètres qui sont à l'origine du rouge, c'est ce que les équipes sont en train de faire, et cerner de manière précise donc les écarts, notamment par rapport aux valeurs attendues, tout ça pour pouvoir repasser au vert. Alors une fois que le scénario du rouge est bien établi, bien, les équipes sont à même de proposer des solutions qui vont nous permettre de récupérer le vert. Maintenant, vous le savez, si vous êtes un habitué ici des lancements au Centre spatial guyanais, eh bien, il va falloir que cet indicateur repasse au vert pour autoriser un redémarrage de la séquence, un démarrage, puisqu'on n'était pas en séquence synchronisée. Si on l'avait été, de toute façon, il faut toujours revenir à H0, moins 7 minutes pour redérouler cette séquence synchronisée automatique qui met le lanceur en configuration de décollage. Donc, les équipes opérationnelles, ça c'est une bonne nouvelle, disposent
d'environ 1 heure, 3/4 pour faire repasser cet indicateur au vert, puisque la fenêtre de lancement est particulièrement large aujourd'hui. Une fenêtre de lancement, alors si je retrouve mon papier, je vais vous le dire, oui, elle démarrait à 17h. Et elle court jusqu'à 18h56 heure de Guyane. Donc, effectivement, ça laisse de la marge pour récupérer le vert et pour qu'Ariane 5 puisse s'envoler. On va donc leur laisser le temps de bien identifier ce qui se passe, de s'assurer que la solution proposée sera la bonne pour que tout puisse repasser au vert. On peut rester confiant quand même avec cette fenêtre de lancement qui est particulièrement confortable. Si on peut d'ailleurs oser une comparaison, le panneau des verts qui est sur le mur d'image ici au centre de contrôle, eh bien, c'est un petit peu comme un feu de signalisation. Pour l'instant, il y a un indicateur qui est passé au rouge. Je pense qu'il ne tardera pas, enfin en tout cas qu'il repassera au vert pendant la fenêtre de lancement. Mais il faut bien se rendre compte que l'apparition d'un rouge, quel qu'il soit, est quelque chose qui est préparé ici. Les anomalies sont tout à fait, tous les cas de figure, je veux dire, sont travaillés, les scénarios dégradés, tout est prévu. Les équipes ont l'habitude de ce genre de situation. Donc, je pense peut-être qu'on va envoyer, voilà, un panneau déroulant. Donc, je ne vais pas m'épuiser en commentaires superflus. Vous le voyez comme moi sur ce qu'on appelle un crawl en bon français dans le langage de l'audiovisuel. Eh bien, vous pouvez le lire, arrêt provisoire de la chronologie. Donc on attend que les équipes nous remettent tout ça au vert. On espère qu'elles pourront le faire pendant la fenêtre. Et je reviens tout de suite, dès que j'ai des nouvelles de mon côté. À très bientôt. À tous de DDO, au retour au vert des moyens ELA, attention pour la reprise de la chronologie. Voilà, vous venez de l'entendre comme moi, Antoine Guillaume. Top, début de la séquence finale lanceur. Voilà. Le nouvel âge zéro visé est 20h34 et 1 minute. Et 1 seconde. Je répète, le nouvel âge zéro visé est 20h34 et 1 seconde. Voilà, vous l'avez entendu comme moi, le nouvel H0, 20h, 34 minutes et 1 seconde. Tout de suite, on va voir un résumé de la campagne, une campagne d'1 mois environ, qui est résumée en 1 minute et demie chrono. Le navire MN Toucan arrive à Kourou depuis l'Europe avec les 2 étages d'Ariane 5 qui sont ensuite acheminés au centre spatial. Une fois l'étage principal érigé à la verticale, les 2 étages d'accélération à poudre les rejoignent. Ensuite, l'étage supérieur cryotechnique et la case à équipement sont positionnés. On transfère alors Ariane 5 jusqu'au BAF, le bâtiment d'assemblage final, où elle a rendez-vous avec ses 2 passagers. Dès leur arrivée en Guyane, les satellites Eutelsat 8 West B et Intelsat 34 ont été préparés dans des salles blanches dédiées. Les équipes satellites vérifient leur bon fonctionnement, liaison filaire sol-bord, essais électriques et électroniques, déploiement des panneaux solaires. Enfin, les ergoliers peuvent remplir les réservoirs. Les équipes d'Ariane Espace prennent en charge la suite de la campagne avec le POC, le plan d'opération combiné. C'est d'abord Intelsat 34 qui est installé en position basse, au-dessous du SILDA. Eutelsat 8 West B, lui, c'est au-dessus. Une coiffe longue vient recouvrir cet ensemble. C'est à J-1, après le feu vert donné à l'issue de la revue d'aptitude, que le lanceur posé sur sa table de lancement est tracté sur une voie ferrée de 3 km jusqu'à son pas de tir. La 4e Ariane 5 de 2015 est prête pour son voyage dans l'espace.
Eh bien voilà, tout est reparti au vert avec un panneau des verts, voilà on le voit même, qui reflète de manière transparente, vous savez, l'état du lanceur, des satellites, de tous les paramètres nécessaires. Tous les indicateurs sont au vert, notamment le réseau des stations de contrôle, les installations de la base de lancement et les critères de sauvegarde. Ce soir, la météo est bonne. Dernier point, météo est réalisé traditionnellement à H0-10 minutes avec des ballons sondes qui mesurent notamment les vitesses des vents en altitude. Alors on n'a pas le temps de détailler les très nombreuses opérations qui se sont déroulées depuis le début, depuis ce matin. Hein. Mais disons que depuis 5 heures, on a piloté la mise sous tension des équipements électriques, l'alignement des centrales inertielles, l'assainissement des étages. Vers 10 heures ce matin, on a démarré la mise en froid des lignes de remplissage des réservoirs en ergol cryo, hydrogène liquide à moins 253 degrés et oxygène liquide à moins 183 degrés. Et les équipes qui pilotent ces opérations, eh bien on y rentre en image. Ce sont ceux qui sont les plus proches du pas de tir. Ils travaillent au centre de lancement, un bâtiment blindé situé à moins de 3 km du lanceur. 150 opérateurs qui mènent ces opérations. Au CEDEL, il y a 4 équipes d'ingénieurs. La première travaille sous l'autorité du COEL, Patrick Lucet. Et la deuxième dirigée par le CPAP, Pierre-Yves Tissier. Citons également Éric Avelio, la CQCL, et Philippe Giroux, le RQLP. Beaucoup d'acronymes chez Arianespace. Alors le remplissage, à proprement parler, a débuté vers midi. Les 2 ergols cryo sont extrêmement complexes, vous le savez, à stocker à l'état liquide et puis à mettre en œuvre sur un lanceur. La préparation, d'ailleurs, la liquéfaction de l'hydrogène et de l'oxygène se font sur place au centre guyanais. En ce moment même, un nombre impressionnant d'opérations se déroulent. Tout cela est contrôlé par les équipes d'Arianespace et c'est juste après l'arrêt des compléments de plein qui a lieu à H0-4 minutes que commence la pressurisation des réservoirs oxygène et hydrogène liquide aux valeurs de vol. On va quitter le CDL, le centre de lancement, pour revenir sur Ariane 5. Jusque-là, ce sont les liaisons ombilicales qui assurent les compléments de plein de l'étage supérieur en oxygène et en hydrogène liquide via les bras cryotechniques, des bras métalliques articulés de couleur jaune qui relient Ariane 5 aux mains ombilicales, ces bras qui contiennent de gros tuyaux qu'on appelle des boas. Et donc, cette interface entre les bras et l'étage supérieur du lanceur, ce sont les plaques à clapper. Il y a deux plaques à clapper, j'y arrive. Vous voyez, Ariane, bien sûr, comme d'habitude, est entourée de ces 4 pylônes parafoudres, et puis il y a le mât ombilical. Gros plan sur cette interface étage supérieur, bras cryo. D'un côté, l'hydrogène liquide à moins 253 degrés, c'est à gauche. De l'autre côté, l'oxygène liquide à moins 183 degrés. Les bras cryo vont se replier, se rétracter. Ce sera 5 secondes avant le H0. Cela permettra de larguer les plaques à clapper, d'écarter les ombilicaux du lanceur. Vous devriez l'apercevoir à l'œil nu grâce à nos caméras et c'est le signal visuel d'un décollage imminent. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. En Guyane, ils sont à Kourou, à Cayenne, place des Amandiers, à Sinnamary, place de l'Église. Bonsoir également à tous les industriels européens associés. Saluons nos clients. Côté Eutelsat, ils sont à Paris et au Moyen-Orient. Côté Intelsat, eh bien, ils sont en Virginie et dans leurs bureaux à travers le monde. Merci d'être avec nous. Thank you, shokran, muchas gracias et dankeschön. On écoute Antoine Guillaume nous lancer la dernière minute. Top H0-1 minute. Voilà, on salue également, fidèle au poste, le CNES et Arianespace, bien sûr. Tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier sur arianespace.com, ils sont très nombreux. À H0-1 minute, le lanceur commute sur ses propres batteries de vol pour devenir complètement autonome. Et le décollage d'Ariane 5, vous savez, c'est toujours un moment exceptionnel. C'est un véritable spectacle. Hein. Il faut dire qu'avec des vitesses qui peuvent atteindre 40 000 km/h, eh bien, les lanceurs spatiaux défient les lois de la nature et ils ont révolutionné notre propre vision de notre planète. Nous allons donc vous laisser profiter du spectacle. Je vous retrouve dans 1 minute environ. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage.
paramètres bord sont normaux. Et bien voilà, c'est parti. Ariane 5 s'est envolée au-dessus d'un nuage de fumée. Elle laisse une traînée de feu dans le ciel, vous le voyez. Ah, elle va passer dans les nuages, mais on continue à la suivre. Ce sillage lumineux, eh bien, c'est la marque de la puissance, de la vitesse d'Ariane 5. 1200 tonnes de poussée, c'est fabuleux. Et ce sont les 2 étages à poudre qui assurent 90% de la puissance du lanceur. Je crois qu'on a perdu avec nos caméras extérieures le lanceur à l'œil nu. Chaque EAP, chaque booster consomme 2 tonnes de propergol solide, 2 tonnes de poudre par seconde. Ces boosters sont réalisés en Guyane française grâce à Régulus et Europropulsion. À l'intérieur de ces 2 boosters, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant. Et une fois allumés, eh bien, ils ne peuvent plus être éteints. C'est la particularité des ergols solides. Vous le savez, le lanceur envoie en permanence des données pour qu'on puisse le situer. Et bien sûr, nous pouvons suivre sa trajectoire dans le ciel. Les paramètres bord sont normaux. Les paramètres bord sont normaux. On écoute le DDO bien sûr au passage. Alors on va assez vite se séparer des 2 boosters, des 2 EAP, parce qu'ils vont très vite consommer chacun leurs 240 tonnes de propergol solide. Ils auront aidé Ariane 5 à échapper à la gravitation terrestre. Ils auront poussé un peu plus de 2 minutes et lorsqu'ils seront vides, on va se débarrasser de leur structure en acier. 36 tonnes de masse à vide chacun, 72 tonnes de moins on va avoir quand on s'en sera séparé. Alors vous le voyez, en haut à droite, il y a le tracé de référence sur lequel se dépasse un petit point, c'est la position réelle d'Ariane 5. Et puis tout en bas de nos écrans, à gauche, c'est le A d'altitude, plus de 62 km déjà d'altitude. Et le speed, en bon français, c'est la vitesse, plus de 2 km par seconde. Ça y est, voilà, séparation des EAP. Pour éviter toute collision, eh bien, ces propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur à l'aide de fusées d'éloignement. On le voit sur ces caméras embarquées. Sur ces images, eh bien, il y a 8 fusées d'éloignement par EAP grâce à une ligne électro-pyrotechnique. Plus d'EAP sur Ariane 5, alors qu'on la suit quand même. Vous voyez dans le bleu du ciel ce petit point lumineux, effectivement beaucoup moins lumineux, beaucoup moins voyant que la traînée de feu des boosters, mais c'est le moteur Vulcain 2. Le Vulcain 2 qui continue à pousser avec l'étage principal. Alors tout au sommet, eh bien, c'est la coiffe d'Ariane 5 qui améliore l'aérodynamisme, qui protège les satellites. Mais on est déjà à plus de 100 km d'altitude, donc plus de frottement, plus de vibration, plus de risque pour nos passagers. On va donc, grâce à un système pyrotechnique, séparer cette coiffe de 17 mètres en 2 demi-coiffes. C'est fait. 2 tonnes et demie de moins sur le lanceur. Et grâce à son composition en nid d'abeille, eh bien, grâce à ces matériaux composites, c'est une structure très légère compte tenu de sa surface. Et les 2 demi-coiffes, eh bien, elles s'éloignent du lanceur, tandis qu'Ariane 5 continue sa trajectoire. Alors, dans les réservoirs en alliage d'aluminium de l'étage principal cryotechnique, oxygène et hydrogène liquide, 173 tonnes d'ergol cryo au total, 148 tonnes d'oxygène liquide et 25 tonnes d'hydrogène liquide. Ces ergols sont fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane, alors qu'on voit des images de caméras embarquées. Les 2 demi-coiffes s'éloignent comme 2 grandes ailes géantes. Le Vulcain continue à pousser. Vous voyez le panache bleu tout en bas du lanceur. Eh bien, c'est lui qui pousse et il consomme 200 litres d'oxygène liquide et 600 litres d'hydrogène liquide par seconde. Grâce à son programme de vol, eh ben, Ariane 5 se guide elle-même dans le ciel. Ces images ont l'air de se dérouler au ralenti. Il n'y a pas de point fixe, pas de référence à la vitesse d'Ariane, pas de platane au bord de la route, de piétons ou de feux rouges ou de lignes blanches, aucun repère. Mais cela va déjà très vite. Vous voyez, on atteint bientôt les 3 km par seconde. Nous reviendrons régulièrement sur ces images 3D pendant la suite du vol, car ces images suivent fidèlement le programme de vol. À l'heure actuelle, il faut savoir que le réservoir d'hydrogène liquide est forcément à moins 253 degrés. Il est à quelques centimètres de la chambre de combustion du moteur Vulcain qui, elle, atteint 3000 degrés. Bah oui, c'est une véritable performance technologique et c'est bien cette maîtrise de la propulsion cryotechnique qui permet à Ariane 5 de réaliser des prouesses. On le voit sur cette image vue de très haut. On survole la Terre. Natal, c'est la station qui va bientôt acquérir les données lanceurs. Et puis Galio, c'est la station qui est ici en Guyane à Kourou. Dans quelques instants, on m'indique qu'on va revoir les images de ce décollage. C'était il y a 5 minutes et demie environ. Vous voyez que
Maintenant, Ariane 5, après s'être envolé en haut, va prendre une direction plus à l'horizontale pour poursuivre son voyage dans le ciel. On revoit ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est magnifique. Eh bien oui, c'est un monstre de puissance, c'est lui qui domine le marché des lancements commerciaux. C'est la star d'Arianespace, c'est Ariane 5, 55 mètres de haut. Plus maintenant, effectivement, on a perdu 3 éléments très importants. On revoit encore un décollage. Ce lanceur peut amener une charge utile de 10 tonnes jusqu'à l'orbite géostationnaire. Le moteur en action, c'est le Vulcain 2. Il symbolise bien la coopération spatiale européenne car il est fabriqué à Vernon en Normandie, mais la tuyère est fabriquée en Suède. La chambre de combustion, elle est construite en Allemagne et la turbopompe d'oxygène liquide, elle vient d'Italie. Encore un plan de ce décollage en plan large. On voit Ariane 5 s'arracher du sol. Cet étage principal est extrêmement léger pour sa taille et sa performance, 30 mètres de haut, mais le PC, eh bien, sa masse à vide est de seulement 14 tonnes. Il faut dire que sa paroi métallique est très fine, 4 mm d'épaisseur seulement, certes avec une protection thermique de 2 cm d'épaisseur, mais si on rapporte cela à la taille de cet étage, cette enveloppe extérieure, finalement, c'est pratiquement du papier à cigarette. Alors, c'est la règle du jeu dans le spatial, on traque tout poids superflu, on essaie d'alléger au maximum les structures. C'est comme ça que ça se passe. Et pour l'instant, le moteur Vulcain 2 continue à pousser, la vitesse augmente et l'altitude également. Vous savez que les 20 États membres de l'ESA avaient donné leur feu vert en décembre et ça a été acté il y a 8 jours. L'Agence spatiale européenne a signé avec Airbus Safran Launchers, le CNES et European Launch Vehicle des contrats qui couvrent l'ensemble des travaux de développement d'Ariane 6 et de sa base de lancement, ainsi que ceux de Vega C. Alors, acquisition par la station de Natal, le DDO vient de le préciser. Vous voyez, partie de la station de Galileo et puis maintenant on continue, on va traverser l'Atlantique d'ouest en est et Ariane 5 continue son vol dans le ciel. Alors ce soir, eh bien, alors qu'on aperçoit Joël Donadel, on peut préciser que le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron, nous fait l'honneur d'être présent à Jupiter pour assister à ce lancement. Il est en déplacement officiel dans le département du 19 au 21 août. Le ministre rencontrera des personnalités politiques et économiques de la Guyane. Je pense qu'on l'apercevra tout à l'heure avec nos caméras. Avec ce vol, c'est un chiffre qui parle de lui-même, ce sont les 513e et 514e satellites lancés par Arianespace. Alors si on jette un coup d'œil vers l'avenir, eh bien c'est le carnet de commandes d'Arianespace qui s'élève à plus de 5,4 milliards d'euros, le plus gros carnet de commandes du marché, avec 35 clients différents. Et il faut bien dire que depuis l'arrivée de l'américain SpaceX, eh bien, le marché évolue très rapidement et aujourd'hui dans le spatial, la compétition est féroce. Chacun essaie de gagner en compétitivité. Bref, l'espace n'échappe pas à la guerre économique. Pour revenir au direct, eh bien, précisons que voilà, j'allais dire bientôt une étape importante. Eh bien, j'étais un petit peu en retard dans la chronologie de ce vol 225. Voilà, séparation de l'étage principal cryotechnique. L'ordinateur de bord a commandé cette extinction. Le lanceur a donc atteint un point de passage clé, l'orbite intermédiaire. Une extinction qui intervient à environ 180 km d'altitude, vous le voyez sur ces images de caméra embarquées, c'est un gros morceau qui se désolidarise du composite supérieur, 14 tonnes de masse à vide qui retombe dans un couloir maritime, une zone sécurisée de l'océan Atlantique. Alors, on n'est plus qu'avec l'étage supérieur et son moteur HM7B. Mais on va tout de suite dire que ce lancement symbolise avant tout la coopération renouvelée avec les professionnels du secteur spatial. En effet, les deux opérateurs satellites de ce soir sont deux géants du secteur, ils connaissent parfaitement le marché. La confiance qu'ils accordent au système de lancement des équipes d'Arianespace se traduit aussi dans le carnet de commandes. 3 satellites Eutelsat sont encore à lancer par Arianespace et pour Intelsat, eh bien 4 satellites supplémentaires dans le carnet de commandes. Mais tout de suite, une présentation en musique d'Eutelsat 8WP.
Eutelsat 8WB, dont l'aventure est passée par Cannes, chez Thales Alenia Space, et qui continue ici en Guyane. Et justement, eh bien, la base de lancement du centre spatial guyanais, c'est sans doute la base la plus moderne au monde, avec des installations adaptées, performantes, bref, tout ce dont a besoin Arianespace pour répondre à 100% à la demande de ses clients. Arianespace, dans la devise, est justement service et solutions. Béatrice Romero à l'écran, eh bien voilà, ça discute. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on salue au passage Rafi Mussalian de Telsat. Rafi, qui va prendre une retraite bien méritée après avoir animé de très nombreux projets. C'est une personnalité respectée, appréciée, qui travaille chez Telsat depuis 1985. Il est Chief Technical Officer et ce matin, il a reçu un bref hommage. On lui a offert un ressort, un de ces ressorts qui poussent les satellites lors de leur libération. Et pour terminer, j'étais là et j'ai vu Rafi qui est allé discrètement faire une petite bise sur la maquette d'Ariane 5 présente à Jupiter. Nous lui souhaitons en tout cas plein de bonnes choses à Rafi Mussalian. Vous le voyez, c'est le réseau sous nos yeux là, de toutes les stations Sol, Galio, Natal, Ascension, Libreville et Malindi au Kenya. Voilà, on a tout notre réseau qui nous permet de suivre le voyage d'Ariane 5 dans le ciel. La force d'Ariane Espace, c'est bien sûr ce compagnonnage avec les acteurs du spatial. Et tout de suite, eh bien, on retrouve d'ailleurs le PDG de Thales Alenia Space, Jean-Loïc Gall, c'est à lui. Je suis ravi de partager avec vous ce moment exceptionnel pour Eutelsat. Le lancement d'un satellite comme Eutelsat 8WB est un événement extrêmement important et chacun d'entre nous, chez Thales Alenia Space, est très fier d'y être associé. C'est aussi le 143e lancement d'un satellite Thales Alenia Space avec Arianespace. Superbe partenariat qui est amené à durer. Eutelsat est un leader mondial et une entreprise visionnaire. Et nous sommes très honorés d'être à nouveau à vos côtés pour un programme aussi important, et ceci pour la 25e fois. Eutelsat 8WB revêt une importance tout à fait significative pour la flotte d'Eutelsat. Il va non seulement en accroître la couverture, mais aussi servir les marchés très dynamiques de la télévision numérique, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Il est équipé des produits innovants et flexibles de la gamme SpaceFlex et fournira des services en bande KU et en bande C. J'aimerais ajouter aussi, non sans une certaine fierté, que nous sommes très contents d'avoir livré Eutelsat 8WB avec plus d'un mois d'avance, et ceci grâce à l'excellent travail d'équipe entre Eutelsat et Thales Alenia Space. C'est cet esprit d'équipe et de confiance mutuelle qui donne le ton de campagne humainement très marquante et émotionnellement très forte, la marque, je crois, de l'esprit qui règne entre nos équipes et les vôtres. Je tiens à remercier très chaleureusement Eutelsat, et en particulier Michel de Rosen, pour leur confiance renouvelée. Merci aussi à toutes les équipes pour leur travail et leur engagement. À celle de Thales Alenia Space, d'Eutelsat et d'Arianespace pour cette superbe campagne. Je souhaite à Eutelsat et à ses clients le meilleur pour Eutelsat 8WB. Quelques chiffres, 81% des satellites d'Eutelsat ont été construits par Thales Alenia Space ou par Airbus Defence and Space. Et avec sa flotte, Eutelsat diffuse plus de 5800 chaînes de télévision, c'est énorme, sur 274 millions de foyers et plus de 250 millions de téléspectateurs. Alors tout est nominal, j'écoute un peu avec le DDO, je laisse une oreille traîner. Je rajoute qu'à partir de ces positions 7 et 8 degrés ouest qui sont concernées par le vol de ce soir, eh bien, Eutelsat distribue plus de 1000 chaînes internationales et arabes sur 52 millions de foyers, 87% de chaînes gratuites, 15% de télévision payante et 100 chaînes HD, haute définition. Il faut bien dire que la réussite ininterrompue d'Ariane 5 instaure d'emblée un climat de confiance. 66 lancements réussis d'affilée pour Ariane 5. C'est véritablement un argument qui permet bien, notamment de faire baisser les primes d'assurance et de réassurance. C'est un autre atout du lanceur Ariane 5. Une fiabilité donc éprouvée qui rassure et qui tranquillise les investisseurs.
c'est tout à fait normal. Pour revenir au direct, nous assistons donc à la 55e mise en orbite opérée par Arianespace pour le compte d'Intelsat, une collaboration entamée en 1983. Oui, je suis passé au deuxième client, celui qui est sous le SILDA, Intelsat 34. Intelsat, c'est le numéro 1 mondial en chiffre d'affaires. Il possède une flotte de plus de 50 satellites. Et voici une déclaration de son PDG en langue anglaise. Thank you for joining us for the launch of Intelsat 34. There is nothing more exciting than seeing a rocket take flight with one of your satellites. Today's launch of Intelsat 34 is no different. Intelsat 34 will be used by millions of people over its 15-year life. The satellite's mission reflects the breadth and depth of Intelsat's satellite solutions and the services that we deliver to customers. From content distribution for customers such as Fox, HBO, European Broadcasting Union, Globalsat, and Encompass, to an expanded direct-to-home platform for Telefónica Brazil's GVT, Intelsat 34 is a shining addition to our sector-leading Latin America video neighborhoods. It also enhances our global mobility platform, allowing aeronautical and maritime providers, such as Airbus Defence and Space, to expand their throughput over the highly trafficked North Atlantic. Today also marks a milestone with SSL, the launch of our 50th satellite together. Thank you, SSL, for your partnership and dedication. Together, we can be very proud of what we contributed to a connected world. Thanks also to the employees of Arianespace. We rely upon your expertise and look forward to the completion of this mission and our next, the launch of Intelsat 29E. To the Intelsat mission team, we appreciate your hard work on our behalf. Lastly, thank you to our customers for your continued trust and support of Intelsat. Wishing us all the best of luck for a successful mission. Go Intelsat 34. Voilà, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous êtes avec nous en direct pour suivre le vol 225 d'Arianespace. Nous avons assisté tout à l'heure à un magnifique décollage. C'était il y a près de 20 minutes et c'est maintenant la station d'ascension au milieu de l'océan Atlantique qui reçoit les données de télémesure d'Ariane 5. C'est l'étage supérieur cryotechnique qui est en action. C'est lui qui délivre la poussée la plus longue. Ariane 5 continue à accélérer et cela jusqu'à la phase balistique qui interviendra après 25 minutes de vol environ. Il reste 5 minutes de propulsion. Voilà, il reste 5 minutes, c'est le DDO qui le dit, de propulsion avec cet étage supérieur qui embarque 12 tonnes d'oxygène liquide et 2,7 tonnes d'hydrogène liquide. Son moteur, c'est le HM7B développé et construit par la SNECMA. Le HM7B, voilà, sur ces images 3D, on voit le panache bleu qui est dégagé par ce moteur. Il délivre d'ailleurs une poussée de 67 kN dans le vide. Concernant Intelsat 34, eh bien, nous allons retrouver dans quelques instants son constructeur, Space System Loral. Côté constructeur, donc, Intelsat 34 est la 51e plateforme géostationnaire construite par SS Loral à être lancée par Arianespace. Loral, c'est le leader mondial dans la construction de satellites commerciaux et il y a plus de 30 ans de coopération, de confiance entre Intelsat, Arianespace et Space System Loral. Voici le film du constructeur Space System Loral de 2 minutes en langue anglaise. SSL, the world's leading manufacturer of commercial satellites, built Intelsat 34 for Intelsat, the leading provider of satellite services worldwide. Intelsat 34 will meet the growing demand for direct-to-home television and media distribution services in Latin America, and it will provide broadband for maritime and aeronautical companies serving the North Atlantic. The satellite is based on the powerful and highly reliable SSL 1300 platform. With 79 SSL 1300 satellites on orbit today, it is the world's most widely used satellite model. This is a result of its established reputation for quality and its versatility to support a broad range of applications and innovative technology advances. Intelsat 34 uses SSL's flight-proven electric propulsion system.
which is actively in use on 17 satellites with more than 40,000 hours of successful on-orbit operation. Intelsat 34 is the 50th satellite that SSL has built for Intelsat and represents a long-standing partnership between the companies. That partnership is built on trust and has lasted more than 30 years, with nearly half the satellites in the Intelsat fleet designed and built by SSL. SSL would like to thank Intelsat for its confidence over the many years, and it also thanks Arianespace, which has worked with SSL on more than 50 launches. With Intelsat 34, the SSL team, together with its partners, once again has demonstrated its commitment to provide a satellite destined for success. Eh bien voilà, vous en savez un petit peu plus sur Space Systems Loral. Depuis 15 minutes environ, le lanceur n'est plus composé que de l'étage supérieur cryotechnique. Acquisition par Malindi. Alors ça c'est important, c'est la station de Malindi donc qui maintenant reçoit les données du lanceur. Malindi se trouve au Kenya sur la côte est de l'Afrique et c'est depuis cette station sol que nous observerons tout à l'heure les séparations. Alors je vous le disais, depuis 15 minutes le lanceur c'est l'étage supérieur cryotechnique, c'est lui qui pousse et lorsque ce lanceur aura atteint son point d'injection sur son orbite finale, eh bien le guidage éteindra le moteur. Ce sont les manœuvres de la phase balistique qui commenceront et bien sûr c'est une autre opération qui démarrera quand le moteur s'éteindra. Alors, on est sur Intelsat. Je vais vous donner quelques informations, quand même vous dire qu'Intelsat fournit des solutions pour les médias, le haut débit fixe, le mobile, ainsi que pour des applications d'entreprise, gouvernementales, militaires. Et Intelsat 34 offrira des services aux médias en Amérique latine. Il hébergera une importante plateforme de diffusion directe pour le Brésil. Et il offrira également une infrastructure pour couvrir les besoins en mobilité des professionnels des secteurs maritimes et aéronautiques opérant dans l'Atlantique Nord. Intelsat 34 remplacera les satellites Intelsat 805 et Galaxy 11. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Intelsat. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de ce direct. Alors que vous le voyez, eh bien, c'est l'autre satellite, pas celui d'Intelsat, mais celui de Telsat qui est à la proue du lanceur. On le voit, il est tout replié. Effectivement, c'est un exercice très spécifique pour ces satellites qui doivent être embarqués de manière à occuper un volume le plus réduit possible. Alors évidemment, quand ils sont libérés, après, ils déploient leurs panneaux solaires et ça fait de très beaux oiseaux dans le ciel de 15, 20, 25 ou même plus d'envergure. Sur commande de guidage. Voilà, c'est fait. On l'attendait. Voilà, le panache bleu expulsé par le moteur HM7B, le jet de gaz à l'arrêt du lanceur, s'est éteint. Au profit de E8WB. C'est la fin de la phase propulsée, le début de la phase balistique. Alors, début de la phase balistique, vous savez, c'est ce qu'on appelle le ballet de l'espace. Il manque presque juste une belle musique classique du Richard ou du Johann Strauss, comme dans 2001 Odyssée de l'espace. Mais bon, il n'y a pas vraiment de diffusion de son, pas de musique dans l'espace, parce que les vibrations ne s'y propagent pas de la même manière. La phase balistique, elle doit permettre de contrôler la position, l'attitude d'Ariane 5 afin de pouvoir séparer les satellites dans des conditions prévues et bien sûr arriver à les libérer sur leur point d'injection avec le maximum de précision, c'est très important. Côté lanceur, eh bien l'équipement névralgique, c'est la case à équipement, une structure cylindrique en carbone située autour de l'étage supérieur qui contient les équipements électriques nécessaires au contrôle de vol et à la gestion des fonctions embarquées. Il y a 2 ordinateurs, 2 centrales inertielles et les unités centrales pour la télémesure. Vous le voyez, la vitesse est déjà supérieure à 9 km par seconde, 9, 22, 21. Elle varie. L'altitude, eh bien, on a dépassé les 830 km d'altitude. Et bien évidemment, tout se passe très bien à cet instant pour Tundra Ariane 5 avec son satellite en position haute, Eutelsat 8WB, que l'on aperçoit tout. Alors au loin, eh bien, on aperçoit la terre ferme avec cette espèce de courbe qui indiquerait un soleil qui se lève. Et vous savez que les satellites ont besoin de lumière très très rapidement pour nourrir leurs panneaux solaires. Alors il s'agit donc dans un premier temps, je vous l'ai déjà dit, de positionner le lanceur
pour libérer le premier satellite Eutelsat 8WB. Et pour orienter ce qui reste de notre lanceur, sur le périmètre extérieur, il y a 12 tuyères qui sont alimentées avec de l'hydrogène et de l'hélium. Et de temps en temps, on voit sur ces images de synthèse des jets de tuyères intermittents qui sont très rapides. Ça fait de petits flashs, des jets de gaz très brefs, des petits feux follets qui s'allument, qui s'éteignent presque aussitôt, mais qui suffisent à donner les impulsions nécessaires. C'est le calculateur de bord qui décide à la fois du choix des tuyères qui vont être ouvertes et fermées et des durées d'ouverture de ces tuyères. Cela permet de réaliser toutes les manœuvres d'orientation requises par les satellites, alors que Rafi Moussalian nous montrait le ressort qu'il a reçu tout à l'heure. Ce satellite, donc, il est à la proue du lanceur depuis près de 25 minutes. Il est complètement replié sur lui-même, je vous le disais. Il est construit à partir d'une plateforme Spacebus 4000 C4. Alors en matière de satellite, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? C'est un peu comme un châssis pour une voiture, c'est la structure de base du satellite et à partir de cette structure, on peut aménager, améliorer son architecture intérieure pour l'adapter à son utilisation. La séparation proprement dite du satellite, il est posé sur son adaptateur, on voit qu'il est en train de se séparer sur ces images 3D. Eutelsat 8 Ouest B. Voilà, c'est annoncé par le DDO, satellite posé sur son adaptateur, maintenu par une sangle. Un système pyrotechnique permet de relâcher la sangle sur commande de l'ordinateur de bord. Et le satellite, qui est plus arrimé au composite haut, il est alors poussé par des ressorts d'éloignement qui l'écartent. C'est ce que nous montrait Rafi Moussalian tout à l'heure. Le satellite Eutelsat 8WB vient d'être séparé du lanceur. C'est formidable. Sa vie en orbite vient de... Il va pouvoir se déployer, c'est comme une chenille finalement qui devient papillon. Alors, je vais peut-être vous donner quelques indications sur les opérations post-séparation, alors que ce qui reste d'Ariane 5 est en train de s'orienter pour séparer le SILDA, car le SILDA, bien évidemment, ne doit pas gêner les autres opérations et on va s'en séparer dans une direction différente. Alors, pour Eutelsat 8WB, on va dire que post-séparation, les premières acquisitions de télémesure interviendront 21 minutes après sa séparation qui a eu lieu et ce sera la station de Kumsan en Corée du Sud qui suivra ça. Il y aura 3 poussées, 3 allumages de son moteur à l'apogée de son orbite de transfert pour que Eutelsat W8B rejoigne son orbite définitive. Ces manœuvres, ces poussées auront lieu entre le 2e et le 5e jour après séparation et le système de propulsion augmentera donc le périgée jusqu'à l'altitude GTO, jusqu'à 35 786 km d'altitude. L'acquisition de son orbite finale devrait se faire dans 6 jours environ. Nos clients, bien évidemment, sont ravis, mais on attend la séparation du 2e passager. C'est comme ça. Pour les lancements double Ariane, c'est toujours comme ça. Il s'agit, au passage, on va le dire aussi, de respecter l'environnement orbital, c'est-à-dire de ne pas créer de débris, ne pas laisser de morceaux d'épave flottant dans l'espace et qui pourraient ensuite être la cause de collisions involontaires. Ajoutons, et j'espère que ce sera vérifié ce soir, qu'Ariane Espace est réputé pour sa précision qui permet d'économiser les ergols des satellites, de prolonger leur durée de vie. Et si on prend le temps de survoler l'année 2015 en cours, c'est le 7e lancement de l'année en 7 mois, je vous l'ai dit tout à l'heure au début. Séparation du système de lancement double Ariane. Voilà, c'est important. Le SILDA, le système de lancement double Ariane, cette structure en matériaux composites, vient de s'échapper, on vient de la libérer, découpée par un cordon pyrotechnique, éjecté grâce à 8 ressorts, on vient de perdre 506 kilos et on découvre notre 2e passager, Intelsat 34, qui maintenant fait son apparition. Effectivement, nous sommes à plus de 31 minutes en positif depuis le décollage et bien évidemment, tout le monde est très attentif, mais on a la chance d'avoir ce soir des séparations très espacées, des libérations qui prennent leur temps. Elles ont bien raison puisque leur mission est configurée pour se passer comme ça. Alors on va en profiter pour faire un petit détail sur les campagnes en cours ici au Centre spatial guyanais. Je vous livre quelques informations. Prochainement, ce sera le 12e vol de Soyouz depuis la Guyane. Donc sur ce VS-12, comme on dit ici, la première semaine d'août ont déjà eu lieu des tests d'adaptation au système de déploiement, le FitCheck, pour les 5e et 6e satellites de navigation Galileo.
le système de navigation et de positionnement européen par satellite. Les deux satellites ont été couplés tour à tour autour du dispenser, le système de déploiement. Et pour l'instant, le J0 semble prévu pour le 10 septembre. Ce sera sans doute confirmé tout à l'heure par Stéphane Israël dans son discours de clôture. Concernant Ariane, la prochaine Ariane 5, et oui, les campagnes se déroulent en parallèle ici et elles s'enchaînent. Ce sera VA 226. Alors l'assemblage prend forme pour cette 5e mission Ariane 5 de l'année qui est prévue grosso modo fin septembre. Elle devra mettre sur orbite les satellites NBN et ARSat 2. Alors concernant ce vol, le corps principal du lanceur, le PC, il a déjà été installé sur la table mobile de lancement à l'intérieur du BIL, le bâtiment d'intégration lanceur. Les deux propulseurs d'accélération à poudre, les EAP, ont ensuite été roulés depuis le bâtiment de stockage jusqu'au BIL, où ils ont été couplés au corps principal. Sans doute pour cette Ariane 226, une date de lancement vers fin septembre, ce sera confirmé. J'en profite aussi pour vous donner des informations sur le 6e vol Vega, les étages Zefiro 23 et Zefiro 9 du lanceur Vega pour son 6e vol de novembre. Donc en principe, il mettra sur orbite l'ESA Pathfinder. On y reviendra, c'est important. Ils ont été donc livrés, ces étages, en Guyane le 29 juillet après un transport à bord du MN Toucan. Voilà pour les 3 campagnes en cours sur un Soyouz, une Ariane, un Vega. Vous voyez, eh bien, la gamme Ariane Espace, c'est véritablement en action et ça, c'est important. Ce qu'il reste de notre Ariane 5, vous le voyez, elle a véritablement fondu. Elle a subi une cure d'amaigrissement incroyable. Elle se déplace à l'heure actuelle à une vitesse de plus de 8 km par seconde. Son altitude, elle est allée très haut. Vous voyez, maintenant, on est à plus de 2300 km d'altitude. Il s'agit bien évidemment de libérer notre 2e passager, de libérer un Telsat 34, puisque tout à l'heure, vous étiez, j'espère, avec nous pour la libération du premier passager, Eutelsat 8WB. Alors, je vais en profiter, puisque j'ai un petit peu de temps entre les séparations, pour vous parler, c'est la leçon du prof Junière, j'allais dire, à propos des ergols cryo qui permettent à Ariane 5 d'aller très vite et très haut. On va dire en 2 mots que la propulsion spatiale exige un produit très pur en matière d'hydrogène liquide. La pureté obtenue peut dépasser même 99,9999%, c'est très pur, et l'unité de production fournit environ 10 millions de litres d'hydrogène liquide par an. Et c'est le couple d'ergols le plus utilisé. Oxygène liquide, hydrogène liquide, ils sont très performants, ils génèrent des gaz très chauds, ils sont éjectés 50% plus vite qu'avec les autres moteurs, mais en contrepartie, cette propulsion, elle est délicate à mettre en œuvre, car les températures sont très très basses, elles sont indispensables, elles compliquent elle complique la manipulation qui est très difficile, et puis l'alimentation des moteurs est très complexe, le choix des matériaux doit être très pointu et il faut un allumeur puissant pour déclencher cette combustion. On va dire aussi que l'extrême légèreté de l'hydrogène, même liquéfié, impose des réservoirs très volumineux. C'est l'exemple du réservoir d'hydrogène de l'étage principal, cryo, et puis des turbopompes très complexes, mais on est en image passée au CVI. Alors le CVI, c'est important d'en parler parce que le CVI, c'est le contrôle visuel immédiat. Alors ce contrôle visuel immédiat, c'est une équipe qui nous permet d'avoir la position d'Ariane 5 dans le ciel, puisque c'est une équipe qui est dirigée, vous l'avez vu, par Antoine Courtois, on voit Rémi Chevrier également, toute petite équipe qui prennent en compte sur les milliers de paramètres délivrés par le lanceur, eux, ils en choisissent 100 qui nous permettent de situer Ariane Espace au fur et à mesure de son voyage dans l'espace. Cette équipe est donc très réduite mais très importante et on compte toujours sur eux, l'équipe CVI. Alors, manœuvre d'orientation, il y aura 3 manœuvres d'orientation successives avant de pouvoir libérer un Telsat
34 et elles sont en cours, bien évidemment, ces manœuvres d'orientation. Elles se déroulent sous nos yeux, car vous le savez, ce programme de vol, eh bien, il est enregistré sur notre serveur 3D. Enfin, ces images 3D sont complètement conformes au programme de vol. On a de très belles images avec la courbure de la Terre. On se croirait embarqué, je ne sais pas, dans une mission Apollo pour pouvoir voir ce qui reste de notre Ariane 5. Très belles images de synthèse. On va donc bien attendre, car ce n'est pas pour tout de suite. Je vous l'ai dit, les séparations sont très espacées ce soir. C'est prévu comme ça, c'est tout à fait conforme au programme de vol. On va peut-être que Ariane 5 libère ses passagers sur une orbite elliptique très allongée. Hein. C'est une orbite dite de transfert. Alors, sur cette orbite, le satellite va s'éloigner de la Terre en ralentissant, puis c'est une orbite elliptique. Il va aller jusqu'à son apogée. Son apogée, son point le plus haut, ce sera sur l'orbite GTO. Et puis là, il aura perdu de la vitesse. Il n'ira pas assez vite, il sera environ à 1,6 km par seconde. Il va repartir vers la Terre, c'est l'orbite elliptique, il va repartir vers la Terre en accélérant. Ça, ce sont les lois les lois de Newton, de Kepler. Il va accélérer, il va redescendre jusqu'à 250 km au-dessus du sol terrestre, ce sera son point le plus bas, avant sa remontée. À ce moment-là, au périgée, au plus bas, il atteindra 10 km par seconde, il aura considérablement accéléré, il va repartir encore vers le haut, vers l'apogée de son orbite. Et tout l'enjeu pour le satellite, c'est ça, c'est qu'il va falloir accélérer sa vitesse quand il se trouve à son apogée pour que cette vitesse puisse atteindre 3 km par seconde. Et c'est grâce à cette vitesse que les satellites peuvent définitivement se circulariser sur cette orbite géostationnaire. Et ces manœuvres, je vous le disais tout à l'heure, s'effectuent en plusieurs poussées, donc elles font passer le satellite par des orbites de transfert successives de moins en moins elliptiques et de plus en plus circulaires. Il faudra aussi, mais ça c'est une autre histoire, corriger l'angle entre le plan de son orbite et le plan équatorial. Alors on va légèrement peut-être anticiper, j'avais quelque chose quand même à vous dire sur l'orbite GTO. Tant que j'y étais, tant que j'ai le temps, eh bien, cette orbite géostationnaire, ceux qui le savent, forcément, pour eux, c'est quelque chose de très connu, mais c'est de loin la plus utilisée. C'est cette orbite géostationnaire sur laquelle se trouvent pratiquement tous les satellites de télécommunication et de télévision directe. C'est une orbite circulaire, donc située dans le plan de l'équateur, à une altitude de 35 786 km par rapport au sol de notre planète, hein, pratiquement 36 000 km au-dessus de nos têtes. Et sur cette orbite, eh bien, un satellite avance à environ 3 km par seconde, ça fait quand même du 10 800 km/h, et il tourne autour de la Terre en 24 heures. C'est ça qui est important. C'est la durée de rotation de la Terre sur elle-même. Donc pour un observateur qui tourne avec la Terre, le satellite, il est fixe, il apparaît fixe, d'où cette appellation géostationnaire. L'avantage, c'est que le signal du satellite, eh bien, il est reçu sans avoir besoin de repointer l'antenne en permanence. On va peut-être anticiper sur cette séparation qui va intervenir, je pense, d'ici moins de 2 minutes. Cette séparation, pour préciser les manœuvres et les opérations post-séparation qui auront lieu tout à l'heure sur Intelsat 34 quand il sera libéré. Alors, premières acquisitions de télémesure par la station Sol, ce sera 5 minutes. Eh oui, 5 minutes à peine après séparation. Déploiement des panneaux solaires d'ici 2 heures. 2 heures après séparation, il sera totalement déployé d'ici 24 heures. Et une fois déployé, ce satellite, il sera beaucoup plus impressionnant que maintenant puisqu'il aura une envergure de 25 mètres. Il y aura 4 poussées, ces poussées dont je vous parlais tout à l'heure, 4 allumages du moteur à l'apogée de son orbite de transfert pour qu'Intelsat 34 puisse rejoindre son orbite circulaire définitive. Ces manœuvres, ces poussées, elles auront lieu entre le 2e et le 4e jour après séparation. L'acquisition de l'orbite finale devrait se faire dans 6 jours et les tests en orbite pourront commencer. Ils débuteront d'ici 10 jours environ. Un satellite donc qui sera positionné à 304,5 degrés est et qui entrera en service début octobre. Vous le voyez comme moi, en bas à droite sur vos écrans, la vitesse est redescendue. Elle est à 7,10 km/s et l'altitude, on est par contre, alors là très très haut, on est à plus de 4169. Vous voyez, ça augmente très vite. On est dans véritablement une phase ascensionnelle pour ce qui reste de notre Ariane 5. Alors, la collaboration
entre Intelsat et Arianespace, elle a débuté en 1983 et aujourd'hui c'est la 55e mise sur orbite d'un satellite Intelsat par Arianespace, plus de 30 années de partenariat, de confiance. Séparation de la charge utile Intelsat 34. Voilà, c'est fait. Eh bien, ici, c'est la joie à Jupiter. On a attendu, c'était long, mais c'est le 4e succès d'Ariane 5 en 2015, 67e succès d'affilée pour Ariane 5. C'est une série victorieuse qui continue, c'est tant mieux. Ah bien oui, on a les pouces levés au sol, ça fait plaisir, soulagement, détente, joie et bonheur pour nos clients. On les remercie chaleureusement pour leur confiance, ce succès leur fait extrêmement plaisir. Eh bien oui, ils ont déployé un travail de plusieurs années sur leur satellite et aujourd'hui, enfin, ce travail est récompensé car chaque réussite d'Arianespace, eh bien, c'est l'aboutissement d'un long processus de réflexion, de production, de travail. Arianespace est bien le leader mondial des services de transport spatial commercial dans le monde. Voilà, on prend des photos ici dans le bocal, on serre les mains. Antoine Guillaume, le DDO, s'est levé pour saluer les clients, c'est normal. Je vous le disais, leader mondial, Arianespace, des services de transport spatial commercial, 50% de part sur le marché des satellites GTO commerciaux, plus de 260 lancements effectués par sa gamme de 3 lanceurs et plus de 500 satellites lancés depuis sa création en 1980. Rafi Mussalian, eh bien voilà, forcément, a big hug, on s'embrasse, c'est normal. Bien sûr, pour nos clients, eh bien, après cette joie et cette euphorie naturelle, eh bien, il va falloir prendre en charge leurs satellites avec leurs équipes sol. Donc, effectivement, une nouvelle fois, tout le monde ici au CSG vient de démontrer son savoir-faire, les fabricants de satellites, les opérateurs qui ont confié leur charge à Arianespace et effectivement, je vous le disais tout à l'heure, le copieux carnet de commandes d'Arianespace est l'illustration de cette excellence, de ce savoir-faire reconnu dans le monde entier. On revoit la séparation de notre deuxième passager, Intelsat 34, qui prend sa vie dans l'espace. Voilà, lui, il a déjà les antennes déployées. Hein. Ça va beaucoup plus vite, il ne faut pas 24 heures. Todd Shilb est en train de téléphoner. Bref, ici, tout va bien, mais vous le voyez, on passe des petits coups de téléphone quand même pour savoir si du côté des stations sol, tout se passe bien. Voilà, tous les opérationnels ce soir voient la conclusion de leurs efforts récompensés. Belle soirée en Guyane, partagée par tous ceux qui nous suivent depuis Paris, depuis McLean, en Virginie, côté Intelsat, dans de nombreux autres sites de réception. Pour Intelsat, c'est à Paris, au Moyen-Orient, un peu partout à travers le monde. En tout cas, Arianespace, eh bien, sa devise est bien service et solution, une devise pertinente avec des services toujours mieux adaptés à ses clients et des solutions qui permettent à tous les satellites de rejoindre leur place au plus haut des cieux, tout là-haut à 36 000 km sur l'orbite géostationnaire. On revoit ce décollage, c'était tout à l'heure, Ariane 5 a jailli de ses starting blocks comme une sprinteuse ultra rapide. On le revoit encore sur un plan serré. Alors là, ça ne va pas durer longtemps parce que, mais très belles images, très belles images, la traînée de feu et puis la fumée qui est dégagée avec le déluge du château d'eau qui empêche, qui empêche les vibrations et la chaleur d'abîmer tout ce qu'il y a dessous. Encore une image. Là, c'est en plan large. Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus de Guyane, Ladies and Gentlemen, distinguished guests, Arianespace is delighted to announce that Eutelsat 8 Arianespace est ravi de pouvoir annoncer que Eutelsat 8 West B, Intelsat 34 ont été séparés ainsi que prévu et se trouvent sur la orbite optimisée de transfert géostationnaire. Arianespace est heureux de fêter aujourd'hui le 67e succès pour Ariane 5 sans interruption. Avec ce soir nos deux tout premiers clients commerciaux, Eutelsat et Intelsat. Je vais passer maintenant au français. Eutelsat 8 West B est le 30e satellite lancé par Arianespace pour le compte d'Eutelsat. Il s'inscrit dans une collaboration de plus de 30 ans entre nos deux entreprises. Oui, avec Eutelsat, nous sommes des amis et des partenaires de 30 ans
et nous comptons bien le rester. Nous avons 3 satellites à lancer pour Eutelsat dans les 2 prochaines années, dont le premier satellite tout électrique jamais confié à Ariane 5, et nous sommes prêts à en accueillir de nombreux autres. Merci donc à Eutelsat pour cette confiance renouvelée, à son président Michel de Rosen, que je salue chaleureusement, et à Michel Azibert, qui est à nos côtés ce soir à Kourou. Félicitations également à Thales Alenia Space, dont nous avons lancé une plateforme SpaceBus pour la 47e fois aujourd'hui, sur un total de 143 satellites, tout type de mission confondue, lancés par Arianespace. In the lower position, Intelsat 34 is the 55th satellite launch. En position basse, Intelsat 34 est le 55e satellite lancé par Arianespace pour Intelsat. Notre coopération avec Intelsat, comme avec Eutelsat, a démarré il y a plus de 30 ans. À l'époque, nous avons lancé Intelsat 5 F7 en octobre 1983. Et cela va se poursuivre à la même allure. Nous avons déjà dans le carnet de commandes 4 satellites de plus et nous sommes très fiers que nous allons démarrer le déploiement l'année prochaine de votre prochaine génération de satellites EPIC. J'aimerais remercier Intelsat de sa confiance et de sa loyauté. Et merci surtout à Thierry Guillemin, le CTO d'Intelsat. Il est parmi nous ce soir et nous sommes ravis d'avoir pu travailler autant de réussite pour Intelsat sous la présidence de Steve Spengler. C'est la première mission que nous effectuons depuis qu'il est devenu président. Félicitations aussi à Space Systems Loral, qui est le constructeur d'Intelsat 34. Parmi les 51 satellites SSL lancés par Arianespace jusqu'à maintenant, Intelsat 34 est le 45e qui est basé sur le bus 1300. Il y en a encore 10 dans le carnet de commandes. J'aimerais également prendre cette occasion de souhaiter la bienvenue à M. Zhao, qui est secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, qui est ici en salle Jupiter avec nous pour le lancement de ce soir. Étant donné l'importance des décisions prises par l'UIT pour notre industrie, c'est vraiment un honneur pour nous de vous compter parmi nos invités ce soir. Arianespace, je voudrais rendre hommage à l'ensemble des acteurs de la filière Ariane, en Europe comme ici en Guyane ce soir, qui sont nos partenaires dans la belle aventure des lanceurs européens. Merci à l'Agence spatiale européenne et à ses États membres qui apportent un soutien sans faille au programme Ariane. Merci aux directions des lanceurs de l'ESA et du CNES pour leur rigueur en matière de qualification et de conformité. Merci aux industriels européens pour produire sous le leadership d'Airbus Safran Launchers un lanceur aussi fiable. C'était ce soir le 50e succès de la version ECA d'Ariane 5. Aujourd'hui avec Ariane 5, demain avec Ariane 6 et dans le contexte d'une nouvelle gouvernance, Arianespace travaillera main dans la main avec son premier actionnaire, ASL. Et je suis très heureux de la présence ce soir parmi nous d'Alain Charmeau, président exécutif d'ASL. Merci également au CNES CSG et aux industriels Sol, à qui nous devons la disponibilité sans égale des installations du Centre spatial guyanais. Merci à la Guyane, qui est représentée ce soir par de nombreux élus, sans laquelle rien ne serait possible. Et vous connaissez notre slogan, notre motto, le succès s'élance. Merci enfin aux équipes d'Arianespace pour leur mobilisation exceptionnelle qui nous permet d'envisager de battre cette année notre record opérationnel de l'an dernier. Nous avions fait l'an dernier 11 lancements et cette année, nous sommes bien partis pour en réaliser 12. Alors avant de passer la parole à nos clients, à nos partenaires, j'aimerais dire à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique à quel point nous lui sommes reconnaissants pour sa présence avec nous ce soir au Centre spatial guyanais. À travers vous, Monsieur le ministre, Arianespace aimerait remercier le gouvernement français dans son ensemble pour son soutien constant, jamais démenti et j'allais dire indéfectible à Ariane et à Arianespace. Ce soutien, vous l'avez démontré personnellement avec votre engagement pour le plan satellite électrique dans le cadre des solutions de la Nouvelle France industrielle. Ce soutien, le gouvernement français l'a également montré tout au long de la préparation de la conférence ministérielle de Luxembourg en s'engageant résolument pour une Ariane 6 modulaire, adaptée tant aux capacités industrielles de l'Europe qu'aux attentes des clients institutionnels et commerciaux d'Arianespace. La signature, il y a quelques jours, du contrat de développement d'Ariane 6 témoigne de l'ampleur du chemin parcouru ces derniers mois. Ce soutien, nous l'avons encore éprouvé avec la décision du gouvernement de refonder la gouvernance de la filière Ariane
et de faire évoluer dans ce cadre l'actionnariat d'Arianespace. Monsieur le ministre, cher Emmanuel Macron, dans ce nouveau contexte, je voulais vous dire que vous pourrez compter sur Arianespace pour continuer les succès. Nos maîtres mots seront fiabilité, disponibilité, compétitivité. Nous serons au service de nos clients, car nous n'avons qu'un seul objectif, réussir les missions qu'ils nous ont confiées. Nous serons au service de l'ensemble de nos actionnaires et de l'ensemble des institutions européennes, car Arianespace est un projet européen. Nous travaillerons en toute indépendance avec tous les constructeurs de satellites, car nous avons besoin de leur entière confiance. Et nous travaillerons ici étroitement sur la base, en confiance avec tous nos partenaires. Arianespace est prête pour cette nouvelle période qui s'ouvre avec la farouche volonté de rester le leader mondial du transport spatial commercial. Voilà, merci encore à tous pour cette magnifique soirée. Et je vais maintenant passer la parole à nos clients, à nos partenaires et au ministre de l'économie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus de Guyane, cher Oulin Jao, secrétaire général de l'UIT, mesdames, messieurs, c'est à la fois un grand plaisir, mais surtout une très très grande joie pour moi de m'exprimer dans ces circonstances. D'abord un soulagement, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais, la réputation d'Ariane en termes de fiabilité est absolument sans faille, mais c'est bien sûr un moment très stressant pour nous qui avons des enjeux commerciaux très importants à la clé, de vivre ces moments avec vous. Et je sais que pour les gens qui participent, en étant moins impliqués que nous-mêmes, c'est également des moments d'émotion. Donc une grande émotion, une grande satisfaction. Et cette satisfaction, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'une performance répétée, constante, due à une grande qualité des équipes, à une précision du travail. Et ces équipes, je voudrais vraiment les remercier aujourd'hui avant toute chose, en commençant bien sûr par Arianespace qui a livré un lancement réussi comme presque toujours, comme toujours depuis très longtemps. Bravo aux équipes qui ont travaillé avec nous. Je ne peux citer que ceux dont les noms m'ont été rapportés, Jean-Marc Durand et Patrick Lucet en particulier, mais toutes les équipes que j'ai vues travailler. Je voudrais également remercier notre partenaire Thales Alenia Space pour son fantastique travail de livraison du satellite en temps utile. Marc Latanzio, qui est le chef de projet, et puis ses collègues, Stéphane Magnin, et tous les gens qui ont travaillé autour de lui, et Jérôme Goubeau et tant d'autres. Je voudrais également remercier les équipes d'Eutelsat. Nos équipes techniques ont été formidables. Christophe Duchesne, notre chef de projet, s'est passionné pendant pour ce projet. Il a mené le travail avec beaucoup de force, avec à ses côtés Peter Newell. Merci également Rafi Mussalian. Vous avez vu sur les images plusieurs fois célébrer cet après-midi un grand du spatial, de l'ingénierie spatiale qui nous a aidés pendant tant d'années et qui nous aidera encore. Merci Johan, notre directeur technique, qui est formidable. Un mot pour dire que c'est quand même une victoire de l'industrie européenne. Le trio, l'attelage gagnant avec Arianespace, avec Thales Alenia Space et avec Eutelsat, chacun d'entre eux des leaders ou des co-leaders dans leur domaine. C'est une magnifique réussite européenne et française. Et nous allons chercher à répéter ceci. Nous avons, comme tu l'as dit Stéphane, plusieurs projets à venir avec Arianespace de lancement. Parmi ces projets, certains sont très importants pour nous. Ils concernent l'Internet au débit avec un très gros projet sur l'Amérique latine, d'Internet au débit notamment, et de télévision. Un très gros projet de mobilité sur le Pacifique. Nous avons des programmes autour de la flexibilité des satellites entièrement nouveaux. Nous montons en débit, nous avons de plus en plus de projets sur le très haut débit. Certains d'ailleurs qui intéressent la Guyane, qui peuvent intéresser la Guyane. Nous sommes d'ailleurs fournisseurs déjà avec Téléspazio de services pour la collectivité territoriale. Donc cette aventure va se poursuivre avec chacun d'entre vous. Je voudrais maintenant dire un mot rapide sur le satellite Eutelsat 8 West B. Et si vous le voulez bien, je le ferai en anglais pour nos clients qui sont ici présents, soit présents à Jupiter, soit présents à Toucan. Eutelsat 8 West B is a very big satellite. Eutelsat 8 West B est un satellite extrêmement lourd, presque 6 tonnes. Il y a des services en bande KU, de télévision et de radiodiffusion, et en bande C. En bande KU, cela est surtout pour les régions
du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous avons nos partenaires ici avec nous, Nilesat et d'autres, qui sont nos partenaires depuis 10 ans. Nous avons travaillé depuis plusieurs années ensemble en Égypte et dans la zone géographique du Moyen-Orient. Je voudrais également remercier d'autres collègues, GOSAT, qui est ici, GulfSat. Nous avons également nos partenaires de l'Algérie. Nous avons également nos clients du Maroc, de la Mauritanie, le Maghreb et le Moyen-Orient sont représentés. Nous parlons d'une position clé où il y a presque 1000 postes de télévision concernés et 52 millions foyers. Donc, vous pouvez imaginer, grâce à Nilesat et Eutelsat, à 7 et 8 degrés ouest, nous avons cette population importante qui est axée à nos chaînes. Et ceci en haute définition, ultra haute définition et également des services interactifs. TV et d'autres. À l'avenir, nous allons pouvoir fournir également des services sur demande de vidéos et d'autres. Donc voilà ce que nous faisons et ce que nous allons renforcer dans cette zone. Puis, il y a également une bande C. Stéphane, vous avez souligné l'importance de l'Union internationale de télécommunications, l'UIT. Nous devons bien sûr tous travailler avec beaucoup d'insistance pour que la bande C soit préservée, qui est après tout très important pour le secteur public, pour les écoles, pour les hôpitaux et pour d'autres. Et il y a ici aujourd'hui une bande qui est très importante pour nous tous, pour l'avenir. Encore une fois, je voudrais vous remercier d'être ici, de cette merveilleuse performance ce soir et pour l'avenir, je pourrais peut-être dire quelques mots. Notre équipe maintenant à Rambouillet va suivre la suite. C'est une équipe conjointe, Telsat et Thales Alenia Space. C'est Marc Belenguet, M. Pattinson. Nous allons passer par plusieurs étapes critiques. Les choses n'ont pas encore abouti. Il y a encore quelques semaines d'aventure pour nous. Nous aurons à déployer les panneaux solaires dans quelques heures. Et puis, en partie ce soir et puis complètement un peu plus tard. Nous aurons également à modifier l'orbite de notre satellite. Il y a plusieurs manœuvres à accomplir et nous aurons également à effectuer les essais. C'est début octobre que le satellite va commencer à être opérationnel et à fournir ses services de radiodiffusion et de télévision en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Et c'est là que nous allons, bien sûr, fêter cela à Dubaï avec nos clients. D'ici là, nous souhaitons bonne chance à notre satellite et nous vous remercions, Monsieur le Ministre. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui à côté de nous pour fêter cet événement. Au CNES, Joël, nous étions sur les bancs d'école il y a très très longtemps ensemble. Et c'est un vrai plaisir de te retrouver dans ces circonstances. Merci à l'ESA, merci bien sûr à Thales Alenia Space. Merci à tous. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents et directeurs généraux, chers amis, dear friends. Quel lancement fantastique, mais aussi quel stress. Jusqu'à encore quelques minutes, l'émotion me guettait. Félicitations à l'ensemble des équipes de Telsat, d'Arianespace, du CNES et de l'ESA d'avoir mené à bien ce lancement. Grâce à votre savoir-faire, grâce à une coopération bien rodée, tout a fonctionné nominalement, mais c'est beaucoup plus facile de le lire après le lancement quand il a réussi. Un grand merci aussi à nos équipes de Thales Alenia Space pour leur expertise et leur engagement au service de nos clients. Aujourd'hui est une date clé, une date importante,
pour le satellite Eutelsat 8WB et tout le monde chez Thales Alenia Space est fier d'y avoir contribué. L'esprit d'équipe et la confiance mutuelle sont deux maîtres mots qui caractérisent la relation avec notre partenaire Eutelsat. Le résultat, nous l'avons aujourd'hui et nous comptons poursuivre dans cette voie sur le long terme. Le programme de développement de ce satellite 8WB est un succès qui est permis grâce au travail de qualité de quelques 150 collaborateurs pendant 30 mois sur les sites industriels de Cannes, de Toulouse, de Thales Alenia Space. Mais c'est aussi possible grâce à l'écosystème qui a été créé autour d'une vingtaine de PME françaises de haute technologie dans les régions PACA, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Mais c'est aussi grâce à l'engagement des agences spatiales françaises, belges et européennes, qui ont permis le développement, la qualification de nouvelles électroniques, de nouvelles technologies totalement flexibles, embarquées aujourd'hui sur ce satellite, à savoir des récepteurs, des amplificateurs et des convertisseurs. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, dans le monde du satellite, extrêmement compétitif, le niveau d'excellence atteint aujourd'hui par nos équipes est une fierté. C'est le fruit d'un soutien assidu, continu de l'État français vers ces industriels dans le cadre d'une politique industrielle ambitieuse. Je tiens à vous en remercier et remercier le gouvernement pour ce soutien continu. C'est en effet une nécessité vitale pour nos entreprises d'investir massivement dans la R&D et dans l'innovation pour rester à l'avant-garde de la compétition mondiale. L'industrie du satellite, au même titre que celle des lanceurs, est un outil stratégique au service de l'État pour répondre notamment à des besoins sensibles pour la défense, la sécurité, mais aussi un levier économique avec un vivier d'emploi de haute technologie. Pour revenir au tir d'aujourd'hui, comme vient de le dire Michel, juste après la séparation, les équipes d'Eutelsat ont pris le contrôle du satellite. Et je peux vous confirmer que nous avons reçu le premier cri de notre bébé, à qui je souhaite longue vie. Encore une fois, merci aux équipes d'Arianespace, aux équipes d'Eutelsat et à nos partenaires industriels qui ont travaillé si durement pour cette mission. Je vais simplement dire deux mots en anglais pour conclure. Eutelsat 8WB Eutelsat 8WB est important, comme l'a dit Michel, pour Eutelsat. Il offre de plus en plus de couverture pour faire face aux demandes croissantes du marché. Eutelsat 8WB est un programme difficile et important pour nous. C'est un des plus grands satellites que nous avons jamais construit, avec la charge utile la plus sophistiquée imaginable. Donc merci à Eutelsat d'avoir placé sa confiance en Thales Alenia Space. Nous sommes très fiers de faire partie de ce programme. Bonsoir. Je serai bref parce que je sais que c'est nos discours qui viennent entre le discours du ministre et la soirée qui va suivre. Monsieur le ministre, c'est un jour tout à fait exceptionnel. Même si vous travaillez depuis 30 ans dans ce secteur, voir un lancement aussi réussi est toujours un moment exceptionnel. Je voudrais remercier Stéphane et les équipes d'Arianespace. Je voudrais également remercier les équipes du CNES. Nous avons une coopération qui remonte à plusieurs années et ce que nous recherchons, c'est toujours d'être lancé à la bonne heure et avec une réussite comme celle de ce soir. John Shelley, malheureusement, n'est pas avec nous ce soir, mais je sais qu'il regarde. Je voudrais le remercier d'avoir contribué à construire notre 50e satellite et de participer à cette histoire. Alors 50 est après tout un chiffre important. Il y a 50 ans, le lancement de Early Bird, premier satellite Intelsat. 4 ans plus tard,
c'était Early Bird qui a transmis les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Je voudrais également remercier toutes nos équipes de Palo Alto qui font tout pour obtenir le meilleur de nos fournisseurs et je voudrais surtout remercier nos clients. Certains sont ici avec nous. Cette réussite est pour vous. C'est grâce à vous d'ailleurs qu'elle est possible et Intelsat 34 va bientôt distribuer son contenu à des millions de personnes en Amérique latine et va fournir également des programmes de télévision et des services au-dessus de l'Atlantique. Et ceux qui se déplacent souvent entre les États-Unis ou l'Amérique et l'Europe pourront s'en servir. Je voudrais également dire que nos équipes opérationnelles vont maintenant démarrer leur travail. Nous avons des confirmations de nos équipes de Washington qui sont en poste. L'orbite va être augmentée à partir de début octobre. 1er octobre, nous serons prêts pour fournir ce service commercial. Merci Jean-Luc. Merci Joe. Merci Louis. Dennis. Je sais que vous êtes les meilleurs et je sais que vous êtes là pour nous. Et puis, je voudrais également dire, dans quelques mois, je serai de retour en Guyane. Nous avons bien sûr choisi Arianespace pour lancer notre prochaine génération de satellites EPIC qui auront une capacité 10 fois plus importante que les satellites les plus lourds et les plus importants d'aujourd'hui. Il y aurait également une charge utile numérique qui nous permettrait de fournir des services nouveaux pour nos clients. Et ce serait une grande joie pour nous tous d'être de nouveau ici dans quelques mois. Merci beaucoup et je donne la parole maintenant à Bill. Félicitations à tout le monde qui a travaillé tant pour que cette mission devienne une réussite. Merci surtout à Thierry et à Ken et à tout le monde chez Intelsat d'avoir fait preuve de tant de loyauté et de confiance en SSL, ce qui nous a permis de vous construire ce satellite. J'aimerais également remercier Stéphane et toute l'équipe chez Arianespace. Merci de la précision, de l'efficacité de votre travail. C'est une véritable inspiration pour nous. Enfin, j'aimerais remercier Michel et toute l'équipe d'Eutelsat d'avoir été un si bon voisin d'au-dessus. Comme cela a déjà été dit, sur cette mission, nous avons des aspects importants pour nous, SSL. C'est le 50e satellite construit pour Intelsat et c'est le 51e lancement par Arianespace. Il y a un autre satellite qui arrivera ici bientôt pour le lancement le mois suivant. Il y a certaines personnes d'ailleurs chez nous qui sont déjà sur place et qui vont rester pour notre 4e lancement de l'année. C'est fascinant et c'est satisfaisant de pouvoir fêter encore une réussite de lancement ici à Kourou, surtout avec nos amis de longue date. Nous travaillons ensemble depuis le lancement 507 en 1983. L'activité spatiale est très dure. Ça nécessite énormément d'expertise, de connaissances, de dédication et d'heures hommes pour accomplir une mission. Mais je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la satisfaction du succès fait en sorte que nous sommes toujours prêts à le faire. Donc, merci encore une fois et nous allons maintenant fêter cela. Bien, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je vais évidemment être le plus bref possible parce que nous avons hâte, Monsieur le Ministre, de vous entendre. Donc, eh bien, écoutez, d'abord, permettez-moi de féliciter tout le monde pour ce nouveau succès, donc 50e succès de l'Ariane 5 ECA. Nous avons entendu tout à l'heure dans la bouche de Stéphane. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour certains d'entre nous qui avons connu l'histoire de ce lanceur, y compris évidemment les débuts difficiles dont certains se souviennent. Donc merci et bravo
aux équipes d'Ariane Espace, du CNES, toutes les équipes industrielles du maître d'œuvre Airbus Safran Launchers et de tous ses partenaires. Merci à l'Agence spatiale européenne, bien entendu. Merci aux clients, opérateurs et satellites, que vous êtes, satellitiers, pour votre confiance, pour la confiance que vous nous avez faite. Merci à la Guyane, merci à ses élus, merci aux représentants de l'État, merci Monsieur le Préfet d'être présent à nos côtés, merci à la population française. Vous nous accueillez ici depuis 50 ans, le CSG a maintenant 50 ans d'âge. Vous êtes à nos côtés ce soir pour partager ce succès, nous vous en remercions, nous en sommes très heureux, nous en sommes très fiers. Alors ceci étant, moi pour dire peut-être, rappeler ce qui a été déjà souligné, c'est que par Stéphane Israël tout à l'heure, c'est que ce succès d'aujourd'hui, ce n'est qu'une étape, c'est une étape qui mérite d'être saluée, qui intervient 8 jours après la signature des contrats de développement d'Ariane 6. Donc je voudrais saluer et remercier Gaël Winter, ici présent, et son équipe, qui est le directeur des lanceurs de l'ESA, d'avoir permis cet aboutissement avec Airbus, avec le CNES, bien entendu. Ariane 6, Monsieur le Ministre, il est né il y a 1 an. Il y a 1 an, presque jour pour jour, nous avons conclu, l'Agence spatiale européenne, le CNES et Airbus Safran Launcher, certains s'en souviennent très bien, quel serait le concept d'Ariane 6, comment il faudrait le réaliser et comment nous allions nous organiser pour cela. Donc ça a été fait. En décembre 2014, la réunion ministérielle de l'ESA a permis de le décider. Et en août 2015, donc l'ESA pouvait signer les contrats donc, dans un calendrier totalement respecté par rapport à nos objectifs. Eh bien, ce programme Ariane 6, il faut le faire. Effectivement, nous en avons besoin pour être compétitifs, pour continuer à assurer à l'Europe l'autonomie d'accès à l'espace dans des conditions de concurrence qui sont de plus en plus sévères, de plus en plus dures. Donc nous allons le faire ensemble, en équipe, comme nous avons commencé d'ores et déjà à le définir et à l'engager. Ça ne veut pas dire que nous allons abandonner Ariane 5, ça ne veut pas dire que nous allons abandonner Soyuz et Vega qui sont aujourd'hui en opération en Guyane. Il ne faut pas baisser la garde, donc nous savons, Stéphane Israël nous le rappelle régulièrement, qu'il faut améliorer encore la performance et la compétitivité de notre Ariane 5 ECA, nous nous y employons, nous avons encore travaillé dessus aujourd'hui ici même. Il faut continuer également à pouvoir exploiter le Soyuz en Guyane, bien entendu. C'est l'inévitable complément d'Ariane 5 aujourd'hui. Nous l'avons constaté, nous l'avons démontré depuis 2011. Et puis nous avons Vega, le petit lanceur, qui sert, lui, à assurer les missions du marché institutionnel et du marché commercial dans ce domaine. Voilà, tous trois, donc, ici, opérés par Ariane Espace depuis le Centre spatial, Port spatial l'Europe. Donc, Monsieur le Ministre, vous pouvez compter sur le CNES, établissement public dont le gouvernement a la tutelle, pour continuer à contribuer à ces succès. Et maintenant, je vous remercie de votre présence et j'ai le grand honneur de pouvoir vous passer la parole. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Préfet, chers amis. Tout a été dit, donc on vient toujours trop tard, mais je voulais être là et je suis heureux d'être là pour ce 67e succès d'affilée, comme Stéphane Israël l'a dit et l'a salué, parce que vous battez un record aujourd'hui, et j'espère que vous en battrez encore un demain, mais je voulais être auprès de vous pour au moins 3 raisons. D'abord parce que toute cette aventure, c'est une histoire d'idéalistes. Ensuite parce que c'est une histoire mondiale et en particulier européenne. Et enfin parce que c'est aussi une histoire au cœur de la Guyane. Et c'est sur ces 3 points que je voudrais rapidement revenir. Une histoire d'idéalistes d'abord, parce que quand on pense d'abord construire des satellites, puis les envoyer dans le ciel, on se dit tout de suite qu'on est fou. Et je pense que celles et ceux qui, il y a de cela quelques décennies, ont entendu nos prédécesseurs ou des grands dirigeants porter ce rêve, quand le général de Gaulle a articulé ce rêve en particulier, et j'y reviendrai, beaucoup de gens ont dû se dire qu'il était fou. Et je me remémorais tout à l'heure, en parcourant la salle qui est juste derrière nous, et en voyant chacune des équipes, je me remémorais, on a oublié ce poète aujourd'hui, qui était Chesterton, qui est un très beau poète anglais, qui disait que pour lui, le plus beau poème, c'était la liste de ce que Robinson Crusoe avait emmené avec lui dans son île. 3 fromages et 2 jambons. Parce que le poète est un idéaliste, et l'idéaliste est un laïque. Parce que c'est la dernière chose, la chose la plus risquée qui nous rattache à la vie. Et cette histoire d'idéaliste, c'est une histoire de grand prosaïque. Et depuis le début de cette journée, qui m'est donné de partager avec vous, je vois le luxe de détails, la sophistication
du temps passé, de chacun des détails qui est suivi, analysé, qui a été préparé par vos équipes et qui fait de vous des vrais idéalistes, parce que des obsédés du moindre détail de la réalité. Et je veux ici saluer vraiment le travail qui est fait par l'ESA, par le CNES, par Arianespace, par Eutelsat, un Telsat présent aujourd'hui, TAS et SSL présent ici, ASL, le nouveau-né, et nous y reviendrons. Et donc, il y a toute la filière, cette remarquable imbrication que la salle Jupiter, je dirais, démontre, illustre, et je veux vraiment ici féliciter toutes les équipes qui ont aujourd'hui connu ce succès, mais avec elles, toutes celles et ceux qui sont derrière et qui, chaque jour qui est le leur, travaillent à ce détail pour qu'un rêve devienne une possibilité, pour qu'un rêve devienne une réalité. Et c'est pourquoi cette filière, elle se doit d'être particulièrement intégrée. Je crois que les prises de parole et les décisions du quotidien le montrent. Elle se doit d'être aussi revue et d'avoir une gouvernance plus pragmatique. C'est la décision qu'a prise il y a plusieurs mois le président de la République pour ce qui est de la gouvernance française, en permettant de créer donc ASL, et je lui souhaite longue vie et réussite, en poussant dès le début, et je veux ici rendre tout particulièrement hommage à Geneviève Fioraso, qui a conduit ce travail avec conviction, avec force dans ses fonctions, et Thierry Mandon qui aujourd'hui poursuit ce travail avec le même courage et le même entrain, mais pour d'abord conduire à une simplification de la gouvernance française, pour qu'elle soit plus efficace, et pousser dès le début le schéma d'Ariane 6, qui est finalement le seul qui permet de rouvrir une nouvelle page, tout en continuant, comme vous l'avez bien dit, M. Barr, l'aventure qu'est Ariane 5. Alors c'est aussi une histoire européenne et mondiale, parce que la compétition est mondiale, parce que, vous l'avez raconté dans vos propres projets, le satellite, c'est une aventure mondiale. Et c'est une augmentation du bien-être mondial. Qu'il s'agisse des télécommunications, de l'observation, des projets qui sont aussi portés par le CNES. Eh bien, on améliore la connaissance scientifique, qui vaut pour toutes et tous, on améliore la connexion, on apporte aussi une réponse qui rejoint nos préoccupations en termes de numérique dans des terres qui sont parfois plus difficiles à relier qu'on ne peut le faire avec la fibre. On améliore l'observation du monde, la transmission. Et aujourd'hui, ce marché est mondial. Vous l'avez parfaitement dit les uns les autres. Et la présence non seulement de Vega et de Soyouz, juste à mes côtés, montre à quel point ce site a intégré cette réalité mondiale. Et je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général, d'être avec nous en cette journée. Mais la concurrence est devenue mondiale. Et on le sait toutes et tous, l'émergence des projets, SpaceX en particulier et d'autres, font que notre devoir, pour continuer à être de vrais idéalistes, c'est de nous organiser au mieux pour réussir dans cette aventure. Et donc si en 1973, nous avons réussi à mettre 10 pays autour de la table pour réussir, commencer à réussir l'Europe de l'espace, avec l'ESA, et on parle souvent mal de l'Europe. L'Europe qui réussit, c'est une Europe concrète, et celle du spatial en est une. Si on a réussi, avec le CNES, à mener des projets particulièrement ambitieux, c'est toujours parce qu'on l'a fait en prenant en compte, en tenant compte tout au long de cette réalité mondiale, de la compétition qui est là. Et je veux vraiment saluer ici la filière, lui redire la détermination du gouvernement et notre volonté d'aller au bout, parce que nous avons un défi collectif à relever, c'est celui de la baisse des coûts, c'est la disruption qu'a créée l'arrivée de SpaceX, qui réussira, vous le disiez très bien, cher ami, tout à l'heure, mais auquel vous avez une réponse à apporter. La simplification de la gouvernance française, la compétitivité accrue d'Arianespace, l'engagement du CNES, et puis le projet Ariane 6, que nous portons toutes et tous, et qu'en effet la dernière ministérielle a clairement réaffirmé, mis sur la table, et dont j'ai vu, il y a quelques heures avec vous, la réalité, si je puis dire, en train de jaillir du sol. Et donc, les années à venir continueront avec des succès l'Ariane 5, et puis la préparation de cette Ariane 6, qui, au plus tard en 2020, permettra de nouveaux succès. Vous avez compris, je n'arrêterai pas de vous mettre la pression sur ce point. Mais je crois que c'est ce défi collectif qui est à la fois notre enthousiasme, le vôtre, mais qui fait que cette aventure, elle continuera à être une réussite parce qu'elle est mondiale et parce qu'elle est avant tout cette mobilisation européenne que Telsat aussi dans sa filière porte. Et je crois que le fait que tous les constructeurs
se mettent autour de la table avec précisément cette restructuration autour d'ASL, cet Arianespace plus efficace et la participation du CNES et in fine de l'ESA, c'est l'équipe qui gagnera cette compétition. Enfin, cette aventure, c'est une aventure guyanaise. Le général de Gaulle, en 1964, l'a bien dit. Je veux faire une grande œuvre de France en Guyane pour que toutes les autres régions du monde sachent d'où partiront ces succès. C'est une réussite. Ça fait 50 ans que le centre spatial de Guyane opère ici à Kourou et je veux en remercier véritablement les dirigeants. Et donc, réussit cette aventure spatiale, fait que cette aventure spatiale, elle part d'ici et elle réussit en Guyane. Alors, les chiffres sont là pour le démontrer. C'est 15% environ des emplois en Guyane qui sont concernés par la filière. Au-delà des 1700 emplois directs, ce sont 9000 emplois que la filière tire sur le territoire guyanais. On voudrait toujours que ça soit davantage, ça pourrait l'être, mais que toutes les filières industrielles et économiques soient un succès comme celui du satellite, et nous serons formidablement heureux et nous continuerons demain à essayer de faire en sorte qu'il en soit ainsi. C'est de plus en plus de Guyanaises et de Guyanais qui travaillent dans cette filière. Et je crois que c'est important. Et je veux ici remercier le CSG, le CNES et tous les acteurs qui sont présents sur ce site. Parce que ça n'était pas vrai il y a une quinzaine d'années, Stéphane Israël me le rappelait encore avant-hier, mais vous avez veillé à ce que, parmi ces 1700 emplois, il y ait de plus en plus d'emplois de Guyanaises et de Guyanais. Je crois la réalité aujourd'hui aux 2/3 quasiment, parce que ce sont des emplois sur le terrain, et les élus de Kourou le savent bien, et ce sont aussi des emplois qualifiés. Et c'est formidablement important. Alors je crois qu'on peut aller encore plus loin, et que c'est l'ambition collective qu'on doit se donner. Aller plus loin en renforçant les liens entre le CSG et les universités et les centres de recherche, en allant encore plus loin en termes de formation, en faisant que ce soit non pas seulement une fierté pour le territoire de Guyane, déjà une réalité, mais un projet d'avenir pour encore plus de jeunes Guyanaises et Guyanais. Et je crois que si on réussit encore mieux et encore davantage cette aventure qui est déjà un succès, alors la clé, si je puis dire, de cette réussite industrielle, de ce rêve fou initial, aura été parachevée. Histoire d'idéalistes, histoire d'Européens, histoire guyanaise, c'est ça l'aventure de ce centre, c'est ça l'aventure à laquelle vous participez et derrière laquelle le gouvernement sera toujours. Parce que vous savez, je me suis un moment posé la question, si c'est un échec, quelle sera la tonalité des discours? Je n'oserais demander aux 7 intervenants qui m'ont demandé s'ils avaient préparé 2 discours. Je crois qu'il faut être résolument optimiste et je suis convaincu qu'il n'en avait qu'un. Mais s'il avait fallu avoir un deuxième discours, et pour finir sur ce point, j'aurais repensé à ce que disait un auteur récemment disparu, un Belge perdu au fin fond de l'Australie, qui était Simon Laïs, quand il parlait de Don Quichotte. Il disait « Don Quichotte avait un rêve fou, celui de poursuivre des moulins à vent et était condamné au malheur, parce que son rêve n'avait rien de possible. Et ceux qui réussissent sont ceux qui ont compris la réalité et s'adaptent à elle. Mais ils changent rarement la réalité. Ceux qui échouent ont eu un rêve qui a parfois permis de changer le monde. Alors aujourd'hui, vous contribuez à changer le monde et en plus vous avez réussi, mais ça n'est qu'une péripétie, même quand ça échouera, nous continuerons à être derrière vous. Merci à toutes et tous en tout cas. Bon, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, just to conclude, just to thank all of you one more time, and to tell that we have 2 next launches to deliver in September, which shows how European and international is
what we do here with Arianespace from CSG. Nous sommes européens et internationaux. Pour l'Europe, nous allons avoir un lancement Soyuz le 10 septembre. Ce sera pour Galileo, le 3e lancement Galileo. Et il y aura un lancement pour l'Australie et l'Argentine fin septembre. Donc en septembre, il y aura 2 lancements depuis Kourou, un Soyuz et un Ariane. Un pour l'Union européenne et l'ESA et un pour l'Australie et l'Argentine. À quel point, effectivement, ce qui se joue ici nous dépasse très largement. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'est la conclusion de cette belle soirée ici au Centre spatial guyanais avec un discours inspiré d'Emmanuel Macron. Stéphane Israël nous a donné rendez-vous, donc eh bien, nous allons nous dire au revoir. Il est temps, alors que les spectateurs quittent ici le Centre Jupiter et qu'on revoit le décollage de tout à l'heure. Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéotransmission. François Guérat, notre réalisateur, toute l'équipe de Guyane Première, toujours fidèle au poste. Merci à Oco Design. Anne-Marie Hernandez a supervisé cette vidéotransmission, qu'elle en soit remerciée. Merci à tous nos téléspectateurs. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures.